Vous regardez l'intégralité de la première saison tirée de Tansei Kizoku no Isuke, alors n'hésitez pas à liker pour soutenir le projet, et c'est parti. Un petit garçon affamé rentrait chez lui lorsqu'une altercation éclata et qu'une fille le bouscula. Alors qu'il fuyait des voyous, un criminel armé d'un couteau prit la fuite et se lança à la poursuite des filles. Le garçon battit en retraite, mais aperçut les filles accroupies au sol et décida de les arrêter, lui et l'agresseur, et se lança à sa poursuite. Mais il reçoit un coup de couteau dans le ventre et le voyou, pris de panique, prend la fuite. Alors que sa vie le quitte, il se dit qu'il a de la chance qu'elle soit indemne. Il se réveille dans une chambre luxueuse en compagnie d'une femme de chambre et croit être à l'hôpital. Il pense que les filles l'ont flatté en disant cela parce qu'il les a sauvées. Rapidement, la servante le serre dans ses bras avec émotion, puis sa nouvelle mère l'enlace à son tour. Il s'avère qu'il s'est réincarné en petit garçon. Il fait quelques gestes de la main et il l'appelle Quin. Puis il dort pendant une semaine et on le laisse se reposer. Quin se met alors à fouiller dans sa chambre et réalise qu'il s'est réincarné, comme dans un anime. Il tente de comprendre ce qui se trouve autour de lui, mais la servante apparaît et l'aide en le changeant, en le nourrissant et en lui faisant faire son rang. La servante lui révèle qu'il s'appelle Quin, qu'il a 3 ans, que son père s'appelle Garce, sa mère Sarah et qu'il a une grande sœur nommée Ren. Cependant, Sarah est la seconde épouse, et il semblerait que la première se nomme Maria. Elle a également 2 enfants, Jim et Alex, faisant de lui le 3e enfant de la lignée. Son père, un noble de haut rang à la tête de sa propre armée, empêche les autres nations d'envahir les frontières et administre une partie du royaume du Sud, y compris la forêt des monstres. Quin est impatient de découvrir l'univers des aventuriers, la magie et les monstres, et souhaite apprendre la magie, mais il doit d'abord se former là-bas. Il se souvient que dans son ancien monde, il a perdu son grand-père, son seul parent, et a dû vivre seul, n'ayant pratiquement rien à perdre, selon ses propres termes. Ses parents ont été surpris d'apprendre qu'il savait compter et ont même trouvé étrange que ses évanouissements puissent être liés à une fièvre. Cependant, il élude la question, affirmant qu'il veut simplement en apprendre davantage sur ce monde et tout ce qui s'y rapporte. Son père l'encourage, lui disant qu'il ne peut pas le forcer à hériter de tout, et que c'est donc une bonne chose qu'il aspire réellement à devenir quelqu'un d'important. Il demande donc à apprendre la magie, et sa sœur le réconforte en lui disant qu'il devra être baptisé à l'âge de 5 ans pour cela, et ses parents lui conseillent d'étudier les livres là-bas d'ici là. 5 secondes plus tard, il s'endort dans sa chambre, sous l'effet de sa magie. Il lui demande d'en prendre le contrôle, manquant de peu d'incendier la pièce, mais parvient à se ressaisir avant d'être surpris, car il attirerait trop l'attention. Sa sœur lui enseigne alors tout sur les 300 ans d'histoire du royaume et tout ce qu'elle a appris sur l'histoire et le fonctionnement du monde. Apparemment, le premier roi était japonais, à en juger par son nom YYK, probablement lui aussi une réincarnation, qui a conquis tout le royaume au cours de ses aventures et lui a appris que toutes sortes d'êtres existent dans ce monde, comme des elfes, des nains, des hommes bêtes et bien d'autres. Enfin, le jour du baptême de Cain arrive. Il a maintenant 5 ans, et sa famille l'emmène en calèche, attirant l'attention de tous les passants. Cain va maintenant entrer à l'école des princesses du royaume. Non, mauvaise histoire. Sa sœur lui révèle alors son statut, et il découvre qu'elle maîtrise 3 éléments. Et elle est son adoratrice, et elle est un peu gênée. Ces informations l'effraient un peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Apparemment, elle fait partie de ses sœurs complètement folles, et ses parents lui expliquent que les sorts de bénédiction sont classés de 1 à 5. Plus le niveau est élevé, plus l'affinité est grande, et que ces bénédictions sont accordées par les 7 dieux principaux, qui sont les enfants de la cité où ils se rendent et qui y résident. Le prêtre commence alors à prêcher, puis une lumière apparaît et Cain est transporté au royaume des 7 dieux. Là, ils lui disent avoir attendu ce moment depuis longtemps et l'appellent par son vrai nom, Kazuya. Après s'être présenté, ils expliquent que sa mort n'était pas prévue, que même s'il n'avait rien fait, le voleur aurait trébuché et serait tombé, et qu'ils l'auraient tous arrêté un par un. Cain est alors plongé dans une crise existentielle. Après tout, il est mort pour rien. La déesse lui dit alors qu'il est mort en faisant le bien. Ils ont reçu la requête du dieu de la terre et l'ont exaucé en le faisant réincarner. Cependant, la déesse pensait que l'allaitement et le changement de couche pourraient le tourmenter là-bas, car cela maintiendrait ses souvenirs. Elle a donc scellé sa mémoire jusqu'à l'âge de 3 ans, et c'est pourquoi il ne se souvient de rien après. Cain est reconnaissant de la vie qu'ils lui ont donnée et d'avoir pu apprendre la magie et tout ce qui concerne ce royaume. La déesse de la magie lui accorde alors sa bénédiction et l'encourage à persévérer. Ensuite, le dieu de la guerre lui accorde sa bénédiction, lui conférant la maîtrise de l'épée et la force physique. Le dieu de la technologie lui accorde également sa bénédiction et lui conseille d'utiliser les connaissances du monde précédent, mais avec modération. Le dieu du commerce lui prête main forte, et il peut désormais estimer la valeur des objets et disposer d'une boîte à objets. La déesse de la terre le protège, et le dieu créateur du monde lui accorde aussi sa bénédiction, sans toutefois révéler le pouvoir qu'il lui confère. Tout cela se déroule dans l'esprit de Cain, et à son retour, ses parents lui demandent de voir son statut. Il simule un mal de ventre et s'enfuit. Après tout, il ne peut pas se permettre d'attirer l'attention, et il est certain que personne dans ce monde n'a obtenu les 7 bénédictions. Se souvenant de ce que ses parents lui avaient dit à propos des bénédictions allant de 1 à 5, il consulte son statut et découvre que toutes les bénédictions sont au niveau 10. Il se demande alors ce que les dieux ont bien pu faire. Il comprend maintenant pourquoi ils ont ri à la fin et lui ont dit de vérifier à son retour. Cain conclut qu'il ne pouvait révéler son statut à personne, mais le dieu de la création lui avait conféré un pouvoir capable de le dissimuler. Le vieil homme avait pensé à tout. De retour chez lui,
ses parents, après s'être enquis de son état, lui demandèrent de voir son statut, qu'il leur montra. Ils restèrent néanmoins stupéfaits, car il avait reçu les 7 bénédictions des dieux et possédait une quantité absurde de mana qu'il avait oublié de gérer. Son père expliqua que même les mages du palais n'en possédaient pas autant, leur maximum étant de 10 000, tandis que Caïn en avait 344 000. Il ajouta qu'avec la boîte à objets et le don d'estimation, quel que soit son métier, il mènerait une vie confortable. Sa sœur le félicita, et son père lui recommanda de ne révéler son statut à personne. Un seul faux pas et il pourrait être surveillé par le gouvernement, considéré comme une menace potentielle. Son père ordonna à tous les serviteurs présents et à sa famille de ne jamais évoquer son statut avec qui que ce soit. Caïn se retira dans sa chambre. Il prend le livre d'invocation, puis décide de sortir et d'invoquer un animal mignon, ou du moins, il ne le fera pas. Non, un monstre féroce et furieux surgit soudainement de nulle part. Sa sœur et une petite fille passaient par là lorsque le monstre décida de l'attaquer. Se souvenant de la situation précédente qui avait causé sa mort, il se lance à la poursuite du monstre comme auparavant. Il le fait alors fuir grâce à un sort, mais s'effondre. Les 2 fillettes pleurent, et il se demande, vais-je mourir à nouveau? Mais il se réveille et les fillettes sont folles de joie, surtout sa sœur. Il se dit qu'il pourra aider de nombreuses personnes dans ce royaume. Lors de sa présentation au royaume, il se montre très humble et déclare compter sur le soutien et les conseils de tous les présents. Son père lui demande ce qu'il compte faire puisqu'il n'héritera pas des terres. Il répond qu'il veut explorer le monde, rencontrer des gens, devenir fort et préserver la joie de tous. Il annonce ainsi qu'il deviendra aventurier. La déesse demande au dieu créateur s'il était vraiment nécessaire de lui accorder la bénédiction de niveau 10. Le dieu créateur répond qu'à 16 ans, il devra devenir très fort et que même avec ce niveau, ce ne sera pas suffisant. Le père de Caïn engage alors un aventurier comme maître. Apprenant l'arrivée du maître, Caïn se téléporte, mais rate son sort et atterrit sur les enseignantes Miji et Nina, un cliché typique des animes. Miji se présente ensuite aux parents de Caïn, visiblement gênée, elle est plutôt timide. Nina se contente de dire son nom et de les saluer, une fille peu bavarde, Corgino, une elfe peu bavarde. Le père de Caïn leur dit alors qu'ils n'ont pas besoin d'être si formels, ce qui soulage Miji. Selon lui, ils ont 3 ans pour entraîner le garçon. À la demande de Miji, Caïn fait ensuite une démonstration de son habileté à l'épée, et Nina déclare qu'il est bien meilleur qu'elle. Miji assiste alors à un duel où Caïn part et attaque avec aisance, ce qui l'impressionne. Il le confirme, affirmant avoir la bénédiction du dieu de la guerre, lorsqu'elle l'interroge. Nina s'approche ensuite pour lui enseigner la magie, expliquant qu'elle possède le niveau 3. Il lui répond qu'il maîtrise déjà les bases, qu'il s'est beaucoup entraîné et qu'il pourrait immédiatement lui démontrer tous ces éléments, à la grande surprise de Nina. Elle lui fait remarquer que la magie sans conjuration est réservée à un niveau élevé, à une élite. Puis, après leur question, il confirme avoir la bénédiction de la magie. Peut-être n'ont-ils rien à lui apprendre avec Nina, alors, Caïn demande s'il peut s'entraîner à l'extérieur, et ils acceptent. Après tout, il détruirait le manoir s'il utilisait ses compétences intermédiaires là-bas. Lorsqu'ils annoncent la nouvelle à son père, celui-ci confie qu'il s'y attendait, mais pas dès le premier jour, et que sa mère est très fière de lui. Pour la première fois, Caïn s'aventura dans le monde. Il lui suffisait de rentrer avant le coucher du soleil, de ne pas s'éloigner trop et de ne pas trop forcer. Il était émerveillé par la verdure luxuriante et le monde qui s'étendait au-delà du manoir. Nina lui demanda s'il pouvait utiliser sa magie de niveau intermédiaire, et il déchaîna des flammes, réduisant sa cible en cendres. L'explosion projeta les jeunes filles en arrière, et elles comprirent qu'il maîtrisait bien mieux la magie de niveau intermédiaire. Millie se demande même si elle aurait dû l'utiliser. Caïn possède une grande quantité de mana, et il affirme que ce n'est pas un problème. Les 2 jeunes filles sont surprises par son abondante mana. Soudain, un lapin sauvage les attaque. Elles l'esquivent, et Caïn l'achève. Il déclare qu'il l'emportera pour le montrer à sa mère et à sa sœur, puis le range dans la boîte à objets. En réalité, il ne crée donc pas d'objets, mais les stocke, ce qui est logique, car un objet aussi puissant serait inutilisable. Après cela, elles se disent qu'elles ont encore du temps et partent à la recherche d'autres monstres à chasser. Elle en repère un, puis elle enseigne à Caïn comment utiliser cette magie de perception. Bien sûr, il la maîtrise bien mieux qu'elle, et elle l'accepte sans broncher. Millie avoue qu'elle ne peut rivaliser avec lui dans ce domaine. Ils se mettent à chasser les lapins, et Millie interrompt Caïn alors qu'il s'apprête à entrer dans une forêt. Elle révèle que, tous les quelques décennies, les puissants monstres qui y vivent se rassemblent et attaquent la ville. Il lui conseille de devenir fort pour pouvoir protéger la ville le moment venu. Il accepte et contemple la forêt d'un air mystérieux. De retour chez lui, il constate avec surprise qu'il est déjà niveau 8, se demandant comment il a pu atteindre ce niveau après avoir tué seulement quelques lapins. Il découvre alors qu'il a le pouvoir de multiplier son expérience par 100. En gros, il possède un bonus d'XP infini. Il se plaint aux dieux, car il voulait simplement vivre en paix, et si le gouvernement découvrait la vérité, il serait exécuté comme s'ils en étaient capables, mais ce n'est qu'une illusion, n'est-ce pas? Il l'emmène ensuite à la guilde pour trouver des monstres plus puissants, et ils y rencontrent la réceptionniste, Rudy, une demi-bête. Elle leur parle d'une mission avec un loup, et précise qu'elle est pour lui. La réceptionniste est perplexe, mais
mais lorsqu'il révèle qu'il est le fils du seigneur du royaume, elle se fait plus formelle, et comme toujours, tombe sous son charme. Il est très humble, dit qu'il va bien et compte sur son soutien, et qu'il ne peut pas encore s'inscrire car il n'a que 5 ans. C'est alors que le fauteur de troubles arrive et se met à insulter les filles, les mages, les rangers, et à parler de la mission, se comportant comme un véritable imbécile, leur ordonnant de laisser l'enfant tranquille et de lui servir à boire. Ils refusent et lui disent d'aller travailler. Il répète qu'elle est de rang D, comment ose-t-il refuser une requête d'un rang C? Il saisit le bras de Nina et tente de se lever, mais les deux imbéciles la retiennent. L'abruti lui ordonne d'obéir, après tout, il est de rang C. Au moment où il allait toucher le visage de Nina, il tombe et lui attrape la main. Il s'excuse, il retombe, et il explique qu'il doit aller s'entraîner. Il demande si le petit garçon est l'incarnation même de l'humilité. L'abruti lui demande qui il est. Il se présente comme Caïn, leur élève. Il lui ordonne de s'enfuir. Il rétorque que même s'ils disent qu'il doit s'entraîner, il doit s'enfuir. Il leur demande, encore une fois, si le type pourrait avoir la gentillesse de ne pas s'en mêler. Il le gifle et le jette à terre. Il se relève, mais Caïn le fait trébucher et lui demande qui il est. Il se présente .et alors qu'il s'apprêtait à dire que son père était le noble de ses terres, l'homme se lève, le frappe et lui dit d'arrêter de dire des bêtises, mais Caïn lui donne un autre coup de pied. Et maintenant, l'idiot a sorti une épée, et Caïn lui dit « Tu as compris, hein ?» L'imbécile attaque alors Caïn, qui esquive tout sans effort et lui ordonne de s'excuser auprès des filles. Il refuse, et Caïn arrête l'épée d'un revers de main et le jette hors du bar. Il s'enquiert des deux autres, qui menacent de s'en prendre à Millie. Caïn se lance à leur poursuite, et il le met à la porte lui aussi. Millie le prend alors dans ses bras et lui promet que la prochaine fois, c'est elle qui le protégera. Millie est surprise de constater qu'il est aussi doué au combat, et il le confirme, expliquant qu'il a appris dans les livres. Vous voyez, bande de nuls, j'ai lu des livres et vous pouvez être aussi fort que Caïn. Au cœur de la forêt, Caïn continue de déployer ses pouvoirs surhumains, et bien sûr, s'accorde une pause pour grignoter une pause cruciale, évidemment. Et toi là-bas, tiens-toi droit, soyons forts comme Caïn. 3 ans ont passé et les filles ont refusé de renouveler leur contrat. Il leur demande s'il peut les remercier d'une manière ou d'une autre, et se souvient que Millie avait un jour exprimé le désir d'avoir un sac magique, une réplique de sa boîte à objets, mais qu'elle le trouvait trop cher. Il s'aventure donc dans la forêt à la recherche des ingrédients nécessaires à la fabrication du sac magique et terrasse rapidement un ogre surpuissant, ainsi qu'un dragon monstrueux, afin d'en confectionner un pour Nina également. Le garde aperçoit l'incendie dans la forêt et pense à une rébellion de monstres. Effrayé, il convoque l'armée, qui se met en route pour protéger la ville, et tous les citoyens sont terrorisés. Son père s'avance alors avec l'armée, mais Caïn a déjà récupéré les objets et se téléporte sur place, laissant tomber son écharpe. Arrivé sur les lieux, son père découvre un cratère, et au fond, l'écharpe de Caïn. Il comprend alors toute la situation. Le lendemain, pendant que Caïn chasse, ils discutent et se disent qu'ils n'arrivent pas à croire qu'il n'a que 8 ans et qu'il est bien plus fort qu'eux. Ils sont tristes de devoir lui dire au revoir. Ils lui disent au revoir avec des expressions tristes et expliquent que c'est sa remise de diplôme. Il leur tend les sacs magiques, précisant qu'il les a fabriqués lui-même et qu'il serait ravi qu'ils les acceptent, en leur expliquant de quoi ils sont faits. Ils sont stupéfaits. Après tout, ce sont les monstres que les aventuriers de rang S s'efforcent de vaincre, mais Caïn et Caïn, n'est-ce pas? Ils s'en souviennent vite. Il dit que le sac ne contient pas grand-chose, mais il estime qu'il pourrait tout au plus contenir son manoir entier. La milice est choquée, s'exclamant que c'est une quantité énorme, car un sac qu'elle comptait acheter ne pouvait contenir que 2 calèches au maximum, et que c'est un objet pour lequel il faut économiser une fortune. Caïn, surpris, leur dit que les sacs leur appartiennent. Ils ajoutent, stupéfaits, que ce serait assurément un trésor national. Ils expliquent que beaucoup de gens pourraient leur en vouloir s'ils les voyaient les utiliser, et il répond que ce n'est pas grave, que si quelqu'un d'autre les porte, il finira par en supporter tout le poids. Ils ajoutent que c'est bien plus précieux, un véritable trésor national. Ils acceptent alors et demandent si cela ne les dérange pas, car ils ont l'impression de ne pas lui avoir appris grand-chose. Il les corrige, disant qu'ils lui ont appris combien il est bon de déjeuner dehors, l'importance des amis, le plaisir de vivre des aventures. Mais ils l'interrompent en lui donnant un baiser sur les joues, ou peut-être en le guérissant, et en lui disant au revoir, lui assurant que s'il a besoin d'aide plus tard, il peut les appeler et qu'ils seront toujours là pour lui. Ils ajoutent qu'ils se sont bien amusés et le remercient. Caïn exprime sa gratitude pour tout ce qu'il a vécu durant ces moments. Et ils continuent leur chemin. De retour chez lui, son père exige des explications. Et elle explique ce qu'il a fait dans la forêt et qu'il a retrouvé son mouchoir. Il raconte ensuite que les monstres qu'il y a tués ont beaucoup surpris son père, mais celui-ci continue de le sermonner, affirmant que l'un d'eux pourrait venir en ville et combien il s'efforce de la protéger. Caïn continue de s'excuser, tandis que son père le réprimande encore. Dès la scène suivante, Caïn terrasse un dragon, ce qui fait grimper son niveau de mana à plus de 80 millions et lui vaut le titre d'ennemi de tous les monstres. Le tueur de dragons, ce type ne plaisante pas. 2 ans plus tard, Caïn a maintenant 10 ans et doit se rendre à la capitale royale pour la cérémonie des débutantes et tout le reste. La sœur de Caïn se dit impatiente d'étudier avec lui, mais il ne pourra intégrer l'académie qu'à l'âge de 12 ans. En attendant, durant leur voyage vers la capitale et un périple d'une semaine, Caïn aperçoit un combat contre des monstres à 3 km de là, impressionnant son père par son sens aigu de l'observation. Voyant que les chevaux ne sont pas arrivés à temps, il utilise sa magie du vent et se précipite à la rencontre des créatures. Là, les chevaliers protègent le carrosse, sur le point d'être attaqués par les monstres, lorsque Caïn apparaît. Le chevalier avertit que la zone est interdite aux enfants, mais Caïn l'ignore
ignore et anéantit tous les monstres grâce à sa magie, maniant même les éléments de son épée pour éviter de toucher le carrosse, et les élimine ainsi tous. Le chevalier ne baisse pas sa garde et se présente comme le troisième fils du marquis. Ses chevaliers arrivent en renfort, mais Caïn a déjà tout préparé. Il soigne alors tous les gardes blessés d'un seul coup, puis range les corps de ceux qui n'ont malheureusement pas survécu dans son coffre. Son père arrive, et voyant à quel point Caïn a maîtrisé la situation, il est stupéfait. Apercevant les armoiries sur le carrosse, il s'agenouille et Caïn le suit. Il se présente alors comme une princesse venue d'Orient, ce qui surprend mademoiselle Syl et Caïn, car elle est la fille d'un duc, un rang supérieur à celui de marquis. Il le remercie timidement, et leur père la leur présente. Toujours effrayé, il l'interroge. Pourrait-il user de magie pour les rassurer? Leurs pensées s'accordent, et tous deux ressentent alors une paix inédite. Après l'avoir remercié, ils rivalisent d'éloges pour l'avoir sauvé. Ils mentionnent leur prochaine visite au bal des débutantes et l'entraînent dans la calèche, lui proposant de les accompagner. Il crie au secours à son père, le fixant intensément, le laissant complètement désemparé. La calèche démarre, et à l'intérieur, ils se mettent à flirter avec lui demandant de les appeler par leur prénom. Gênés, ils s'exécutent. Ils sont interrompus par un garde qui annonce leur arrivée. Caïn lui demande s'il a tout entendu, ce que le garde confirme. Arrivé en ville, Caïn s'apprête à prendre congé, mais ils le supplient de rester et lui font part de leur crainte quant à l'apparition d'autres monstres. Son père essaie même de le sauver en disant que c'est déplacé, mais la princesse et l'autre fille disent que Caïn est plus fort que n'importe quelle servante qui pourrait rester avec elle. Le père confirme, mais il l'interrompt en disant « ok » et continue de charmer Caïn pour qu'il accepte. Il finit par accepter, à condition que ce soit dans une très grande chambre avec des lits séparés, et ils sont ravis. Son père lui conseille d'être prudent, lui rappelant qu'il n'a que 10 ans. À leur arrivée, ils le font dormir en plein milieu, puis rapprochent les lits. « Franchement, mon pote, ils sont complètement sous ton charme », s'exclame-t-il. Gêné, il essaie de les repousser, mais ils sont très têtus et il finit par céder. Le lendemain, Caïn a des cernes sous les yeux, expliquant qu'il n'a pas pu dormir pendant qu'il l'enlaçait. Il passe plusieurs jours sans dormir avant d'arriver enfin dans la capitale royale. Là, le vice-capitaine apparaît et remercie Caïn d'avoir protégé la princesse et la fille du duc et d'avoir ramené ses compagnons qu'il avait gardés dans la boîte à objets qui allait désormais prendre soin d'eux et dont les familles lui sont reconnaissantes. Alors Caïn raconte les détails et leur dit de dire à leur famille qu'ils ont été des héros. Le vice-capitaine annonce ensuite qu'il a une audience avec le roi et il est surpris car il vient d'arriver dans la capitale. À son arrivée, il s'incline, mais le roi lui demande de relever la tête. Le conseiller explique alors qu'il a affronté à lui seul une armée de 50 orques et s'est retrouvé aux côtés d'un général ORC de haut rang, impressionnant tout le monde. Il continue à parler de tous les faits, et pour cela, ils veulent lui offrir une récompense. Le roi dit que sans lui, ses deux filles ne seraient pas en vie. En conséquence, il le proclame baron. Caïn est encore plus surpris par tout cela, et il gagne également 10 pièces de platine et son propre manoir. Tout le monde s'exclame, mais il n'a que 10 ans, comment est-ce possible? Je ne suis rien, mec. Un noble envieux arrive alors et déclare qu'il est impensable qu'un garçon de 10 ans possède tout cela, et un tel titre. Caïn acquiesce et refuse humblement, mais le roi ordonne au noble de se taire et lui demande s'il pourrait anéantir 50 orques à lui seul. Le roi a touché un point sensible, et je l'apprécie. Il lui demande amicalement s'il acceptera, et Caïn, n'ayant guère le choix, accepte humblement. Le roi le convoque ensuite à une réunion privée, où son père lui confie que de tous ses fils, aucun n'a réussi, et qu'il est le premier à être promu. Le roi et les jeunes filles arrivent alors, et le roi exprime sa profonde gratitude pour ce qu'il a fait. Le duc, le père de Silk, remercie également Caïn personnellement, et Caïn leur dit de garder la tête haute et de rester humble. Il continue donc à parler, et le roi dit qu'il n'est pas assez fou pour laisser un enfant aussi talentueux sans défense, lorsque le père de Caïn demande pourquoi le diable a nommé le baron, et que celui-ci recevra des paiements conformément au règlement. Après tout, il doit entretenir le manoir, et que le père peut donner plus d'informations à propos de la noblesse, la guidant. Ensuite, le roi et le duc lui demandent d'accepter la main des filles, promettant qu'ils ne seront fiancés qu'à leur majorité. Surpris, il leur demande pourquoi, et elles répondent que ce n'est pas évident. Après tout, les filles lui ont tenu les bras dans la calèche, et il a même couché avec elles. Maintenant que c'est arrivé, elles ne peuvent les fiancer à personne d'autre. Caïn dit qu'il n'avait aucune mauvaise intention, et les deux jeunes femmes crient qu'il n'est pas content de ses filles. Il rétorque que ce n'est pas ça. Puis, un peu plus tôt, le roi, le duc et le conseiller discutaient de son sort, et le conseiller suggère de lui offrir un titre pour qu'il devienne indépendant, et lui donne également un manoir. Le roi demande alors aux jeunes filles qui s'accrochaient à lui s'il doit en choisir une pour épouse, et les deux disent qu'elles le veulent, et elles commencent à se disputer pour savoir qui ce serait, et le roi dit qu'il doit décider alors. Caïn restera dans ce royaume là-bas, le royaume est insensé, il le veut là-bas, quelqu'un de très puissant à proximité, nous le savons, petit roi. De retour au présent, on lui conseille d'accepter et d'assumer ses responsabilités. Sous la pression du roi, du duc et de son père, qui s'abstient de donner son avis et le laisse décider, il accepte ses fiançailles. Les jeunes filles affirment n'avoir jamais oublié, jusqu'à ce jour, le jour où leurs corps se sont unis, et tous les présents s'exclament. Quoi, Caïn? Qu'est-ce qu'il y a? Caïn tente de s'expliquer, mais ne fait qu'empirer les choses et finit par s'excuser. Plus tard, sa sœur lui demande d'où vient cette histoire de deux fiancés, et son père explique que le roi l'a interrogé sur le comportement de son fils, un véritable séducteur. Il présente à nouveau ses excuses aux deux jeunes filles. Dans la cathédrale, il rencontre à nouveau les 7 dieux qui souhaitent discuter de son statut. Ils lui disent qu'actuellement, malgré son manque d'expérience de
de la vie, il est l'humain le plus fort, et lui demande s'il aimerait devenir un demi-dieu. Il ne pense qu'au Dieu créateur et lui demande de leur créer un divertissement pour les aider à passer le temps. Les dieux acceptent, car après tout, ils peuvent lire dans ses pensées. Ensuite, il sort en courant d'un magasin de vêtements pour femmes où sa mère et sa sœur l'avaient emmené. Dehors, il reconnaît Parma, la petite fille qui avait invoqué le monstre qui accompagnait sa sœur. Elle lui explique qu'elle aide son oncle dans sa boutique et le lui présente. Caïn demande à visiter le magasin et discute avec un homme de son projet, souhaitant lui laisser la fabrication et la vente. Apparemment, Caïn veut qu'il crée le jeu de dames. L'homme se dit honoré et promet de faire de son mieux, ajoutant qu'il comprend déjà plus ou moins le principe. Caïn lui tend une pièce d'argent, qu'il hésite à accepter, mais Caïn lui dit de la considérer comme un investissement. Sa sœur l'attend dehors, furieuse qu'il l'ait abandonnée sans un mot, et il est gêné de l'avoir oubliée. Il lui dit alors que, quoi qu'il arrive, elle serait belle dans n'importe quel vêtement, et elle le pardonne. Après lui avoir montré tous les vêtements qu'elle avait achetés, la bonne l'en informa. Que le jeu qu'il a loué est prêt, et qu'il était là appelé pour voir le jeu, il réalise qu'il est identique à celui de son monde. Il leur en montre le fonctionnement, et l'oncle de la petite fille le trouve génial et prédit un succès commercial. Il leur conseille d'en créer une version populaire et une autre pour la noblesse, car les nobles ont besoin de se sentir importants et voudront certainement un objet plus raffiné. Cependant, la version populaire doit rester abordable pour tous. Taman, l'oncle de la petite fille, explique qu'il ne peut pas la produire car l'entreprise n'a pas les fonds nécessaires pour la quantité demandée. Il a déjà retiré des pièces d'or supplémentaires, et Taman accepte, très enthousiaste. Il leur dit de rédiger un contrat et de le présenter au dieu du commerce, afin que personne ne puisse produire le même produit pendant 3 ans. C'est une excellente idée, et il rédige donc le contrat. Puis, il demande une version encore plus luxueuse pour la famille royale, et l'oncle de la petite fille, stupéfait par ses relations, accepte la requête. Cela fait penser Caïn au dieu et il se demande s'il s'amuse avec lui. Le jeu continue, puis, arrivé à son manoir, il court, se remémorant ses débuts. En chemin, son père lui conseille de se méfier des pères venus présenter leur fille, car il sera au centre de toutes les attentions depuis qu'il est devenu baron. Son père est étonné de sa maturité. Là, il croise les nobles qu'il enviait auparavant, puis le duc et sa fille. Le duc se présente, et Caïn comprend que cette rencontre secrète doit rester confidentielle. Effrayé par le sourire intimidant du duc, Caïn déclare espérer entretenir de bonnes relations avec lui désormais. On ignore s'il est en colère ou si c'est simplement sa façon d'être. Caïn complimente Syl, lui disant qu'elle ressemble à une princesse, et elle est complètement sous le charme. Son père l'encourage, disant qu'il a un don pour les femmes malgré son âge. Son père dit que sa sœur n'est pas tout à fait saine d'esprit, et que cela doit être dû à sa vie commune près des 2 rivières. Le roi apparaît alors et salue tout le monde. Caïn, son père et sa mère se présentent au roi. Son père lui dit de saluer la princesse. Caïn, beau parleur, récite presque un poème sur la façon dont il a failli en oublier de respirer à sa vue, la laissant complètement sous le charme. Le roi lui demande aussitôt comment il a bien pu élever un fils aussi charmant, et mentionne avoir vu Thalès et combien elle avait été éprise. Caïn montre ensuite le jeu au roi, qui est très intéressé mais dit qu'il y jettera un œil plus tard, lorsqu'ils se rendront dans la salle de réunion pour discuter de la façon dont il traite sa fille. Le père de Caïn se dit alors surpris que son fils ait inventé un jeu à son insu, et Caïn lui explique qu'il est baron et qu'il doit trouver des moyens d'accroître sa fortune. Son père se dit immensément fier et promet de s'occuper de certaines choses, suggérant à Caïn de faire connaissance avec les autres enfants. Silk apparaît alors de nulle part et invite Caïn à rester et à discuter. Elle est très formelle, et il lui dit de l'appeler Caïn. Elle continue de flirter avec lui jusqu'à ce qu'il soit interrompu par des jeunes nobles, ironie du sort, fiancé au fils du noble envieux et à ses amis. Que va-t-il se passer ensuite? Le fils du noble envieux la salue et pense qu'elle allait le poursuivre, et elle salue le Silk était là, et une de ses amies lui raconta que le fils du garçon envieux lui parlait. Il s'agissait du fils aîné du marquis en question, et le garçon, se plaignant de gêner les autres, en l'occurrence, Caïn, avait déclaré ne pas savoir saluer. Caïn s'était alors présenté comme baron, et le garçon s'était indigné qu'un simple fils de baron puisse leur parler ainsi. Il leur avait rétorqué qu'ils étaient fils de vicomte, et avait continué ses absurdités, se croyant supérieurs simplement parce qu'ils étaient fils, alors qu'ils n'avaient rien accompli. Le garçon avait insulté Caïn et lui avait ordonné de s'excuser pour qu'ils puissent remettre les deux à leur place. Silk allait le réprimander, mais Caïn l'en avait dissuadé, lui assurant que le garçon envieux s'excuserait. Ce dernier, fanfaronnant, avait alors déclaré « Je suis le fils de machin et de machin » et l'avait provoqué en duel pour son honneur. Dehors, Silk enlaçait Caïn, tandis que le garçon envieux cherchait à provoquer un duel. Les deux amis entamèrent une puissante invocation, mais le sort qu'ils lancèrent fut faible. Le second ami de l'envieux lança quelques pierres sans grande puissance, puis de nouveau, mais la princesse les interrompit, affirmant que Caïn n'était pas le fils d'un baron, mais bien un baron. Les garçons tremblèrent déjà, et Silk poursuivit son récit de ses exploits incroyables. Les garçons baissèrent la tête, implorant son pardon, puis s'enfuirent après que Caïn eut humblement accepté leurs excuses. Après cela, Silk et Caïn rient ensemble de la situation. Silk dit à Tels qu'il a un côté sombre, car elle savait que les garçons envieux n'avaient pas compris la situation et qu'ils s'excuseraient après l'avoir découverte. Elle promet de ne rien dire à Tels s'ils sortent ensemble. Tels arrive, et Caïn lui couvre la bouche pour qu'elle ne révèle rien. Ils peuvent ainsi
dit avoir leur rendez-vous. Tels souhaite également sortir avec lui, et il accepte. Le roi arrive et demande avec qui, déjà en pleine réunion secrète, il joue avec le roi. Le duc fait une remarque sur le rendez-vous avec sa fille et précise que personne n'est encore au courant des fiançailles. Les deux hommes lui serrent l'épaule et le mettent en garde, le qualifiant de charmeur. Le conseiller lui remet ensuite le plan et la clé du manoir. Le roi confie qu'il mourait d'envie de venir jouer avec lui, mais qu'il avait des engagements. Alors que Quin s'apprête à prendre congé, le duc apparaît et se lance aussitôt dans un jeu avec lui prouvant qu'il n'est pas idiot. Quin rentre ensuite à son manoir. La maison est abandonnée et délabrée, alors il commence à l'explorer et constate que les lumières sont éteintes. Il réalise que, malgré son état, c'est un espace grandiose et utilise la magie pour tout restaurer. Ce type est le Harry Potter de la rénovation de maison, et Cain est ravi de sa nouvelle demeure. La servante qui s'est occupée de lui depuis son enfance vient réclamer son argent, et les nouveaux employés s'apprêtent à commencer le nettoyage, mais Cain a tout nettoyé. Tout le monde est surpris, sauf Sylvia, la servante qui s'est occupée de lui depuis son enfance. Le nouveau majordome se souvient alors que ses frères et sœurs rentrent à la maison aujourd'hui, et lui dit de se dépêcher de leur rendre visite. Là, ils lui disent qu'ils ont du mal à croire qu'il ait obtenu un titre et un manoir avant eux, et qu'il est la fierté de la famille. Ils taquinent leur sœur en disant que lorsqu'elle viendra au manoir, les fantômes l'attraperont quand ses parents arriveront. Il constate que Cain a tout réparé par magie, ce qui émerveille tout le monde. Son père lui conseille d'ajouter quelques œuvres d'art, très appréciées des nobles, et il annonce avoir placé une peluche. Soudain, les servantes hurlent. En entrant dans la pièce, son père aperçoit un dragon que même les aventuriers de rang S n'auraient pu vaincre. Surpris, il déclare qu'un tel dragon vaut 10 000 pièces de platine, et Cain comprend alors sa valeur. Sa mère pousse un cri, et ils accourent vers elle. Elle est stupéfaite, la salle de bain est équipée de toilettes automatiques japonaises avec distributeur d'eau. Elle les apprécie, tout comme son père, qui les utilise et les aime beaucoup. Il décide d'en installer une chez eux. Son père lui conseille ensuite d'organiser une pendaison de crémaillère. Cain est désemparé, mais son majordome lui dresse une liste. Ce dernier est prévoyant, et Cain devra inviter tous les nobles, y compris celui qu'il n'aime pas, d'après son majordome. Il n'est pas très à l'aise avec les formalités, mais Silvio l'incite à faire les choses à sa manière, avec sa propre hospitalité. Il prépare des verres et des hamburgers, puis donne des instructions au chef cuisinier, et Silvio se régale. Ensuite, il boit un peu trop de vin, puisque Cain ne supporte pas l'alcool, et il lui en demande. Mais elle finit par vider toutes les bouteilles, et il réalise qu'il a trop bu. Cain apprend que le roi le convoque, et ce dernier est furieux de ne pas avoir été invité à la réception au manoir. Le duc tente de l'apaiser, expliquant que seule la haute société peut inviter le roi, mais le roi refuse d'entendre raison. Le duc lui brandit son invitation au visage, et maintenant il est furieux contre Cain pour avoir négligé son futur beau-père, faisant allusion aux fiançailles. Le roi est furieux, la situation est presque comique, mais Cain accepte l'invitation et explique qu'il espérait la remettre en personne, sachant combien le duc est occupé. Le roi se met alors à flirter avec le duc. De retour chez lui, le roi annonce sa présence, et les servantes sont ravies. Cain révèle que la troisième princesse est sa fiancée et qu'il compte sur elle pour la réception, ce qui les comble de joie. Le jour J, le duc et Silk sont émerveillés par le dragon rouge à l'entrée, et Silk déclare qu'un jour elle vivra là-bas. Cain porte ensuite un toast à tous les invités, et tous apprécient le vin pétillant qu'il a préparé et l'élégant gobelet. Puis, le roi arrive, surprenant tout le monde. Il goûte lui aussi le vin et est conquis par le délicieux hamburger que Cain lui a servi. La reine est déjà enthousiasmée par la technologie des toilettes et déclare qu'elle aussi rêve d'un château. Le roi les teste et reproche à Cain de ne pas partager un objet aussi raffiné que celui qu'il convoite. Cain accepte alors d'en installer une pour lui-même également, et le roi annonce qu'il est ravi de toute l'hospitalité, jusque dans les moindres détails, et que c'était la meilleure hospitalité jamais reçue, ce qui provoque les applaudissements de tous les nobles. Le majordome prévient que le noble envieux est arrivé, et il allait l'arrêter après l'avoir remercié, l'offensant en disant que le manoir était trop petit, mais Cain le laisse partir. Et il est effrayé par le dragon, puis se rendant. Le hall en parlant d'eux. Le mauvais goût de Cain, et que les invités sont déplorables, tandis que tous le dévisageaient et murmuraient à propos de son impolitesse, il but sa boisson en feignant de ne pas l'apprécier, fit de même avec le délicieux hamburger et continua de manger. Le majordome lui conseilla de prendre son mal en patience, car il était marquis et ne pouvait se permettre un tel scandale, il était apparemment hiérarchiquement supérieur à Cain. Cain eut alors une idée, il lui offrit des gobelets en souvenir, et Cain lui demanda tous les gobelets ainsi que la recette du hamburger. Cain répondit qu'il ne pouvait pas, mais qu'il lui apporterait quelque chose de bien meilleur, ce qui fit jubiler l'envieux. Soudain, le roi apparut derrière Cain et lui dit que, bien sûr, il était venu, après tout, il avait sauvé sa fille. Il ajouta que s'il se comportait ainsi habituellement, il devrait y réfléchir à 2 fois à l'avenir. Le roi lui dit qu'il devait se comporter de manière exemplaire, et l'envieux s'excusa et s'éclipsa rapidement. Aussitôt après, Silk lui fit remarquer sa manœuvre, et il rit. Le duc lui demanda alors s'il les avait utilisés. Il affirme avoir utilisé la plus haute pression du royaume. Le roi le regarde, comprenant déjà qu'il va se faire réprimander. Tout le monde rit, et le roi plaisante, prend la pression. Mais Cain se fait ensuite sermonner pendant 2
2 heures par le roi, lui reprochant de se laisser manipuler par son second fils, toujours en référence aux fiançailles. Caïn s'excuse. Il rencontre ensuite le vice-capitaine pour lui déposer du matériel. Il lui montre même un entrepôt, mais le juge trop petit. Le vice-capitaine lui propose alors de le laisser sur le terrain d'entraînement. Soudain, Caïn déchaîne plusieurs monstres que même les aventuriers de classe A ne pourraient vaincre, surprenant le vice-capitaine. Ce dernier lui demande s'il est un héros ou un disciple des dieux, mais Caïn nie, affirmant n'être que le fils d'un marquis, en l'occurrence Garce. Caïn s'apprêtait à s'éclipser après que le vice-capitaine eut cessé de poser des questions et soit allé examiner le matériel, mais celui-ci l'invita à se joindre à l'entraînement et à rencontrer le capitaine, qui appréciait les hommes forts. Pendant l'entraînement, le vice-capitaine le présenta au chevalier. Tel un héros, il annonça que le capitaine arriverait bientôt. L'un des chevaliers, se prétendant enfant, demanda s'il pouvait se battre contre lui. Le vice-capitaine l'encouragea à essayer. Il sous-estima Caïn, affirmant pouvoir attaquer le premier, mais Caïn le désarma rapidement. Réalisant son erreur, il était sur le point de partir, mais le vice-capitaine eut une idée, les affronter tous ensemble. Ce qui fut fait, jusqu'à ce que le capitaine apparaisse, et s'interrogeant sur la situation, prenne Caïn dans ses bras et le réconforte, lui disant qu'il devait être terrifié par ces hommes impressionnants et qu'il avait probablement déjà perdu ses parents. Caïn réalise qu'elle est une elfe, et le vice-capitaine lui parle des exploits de Caïn. Elle s'enthousiasme et ordonne à tout le monde de partir, affirmant que c'est elle qui l'affrontera. Ils s'en vont en murmurant que c'est sa façon de faire impoli et qu'elle porte le titre de maître épéiste sans même se présenter. Après avoir annoncé que les guerriers se présentaient, épée en main, prêts à s'affronter en duel, elle lui ordonna de se préparer, puis passa à l'attaque, lui disant de se détendre car son épée était émoussée. Caïn parvint à se défendre et à riposter avec force. Elle exulta, la stupéfaction générale fut générale, jusqu'à ce que Caïn utilise son pouvoir de vitesse. Et il la tient en joue avec son épée, et elle le regarde, mais avec un regard d'une autre manière, elle l'enlace et lui annonce sa décision de l'épouser. Gêné, il lui rétorque qu'il est trop vieux et qu'il ne la connaît même pas. Elle lui reconnaît qu'il a raison, puis se présente, c'est le point sur lequel ils s'étaient mis d'accord. Elle s'appelle Tijuana, elle est capitaine de l'ordre des chevaliers et vicomtesse, et fille d'un duc protecteur de la forêt boréale. Elle lui assure qu'il n'a pas à s'inquiéter de leur différence d'âge, car les elfes vivent au moins 300 ans, et dans ce cas, son apparence restera la même. Il rétorque que là n'était pas la question, et elle insiste. Caïn s'éclipse derrière le vice-capitaine, prétextant devoir parler des princesses à son père et à d'autres personnes, et tente de détourner la conversation. Elle acquiesce et déclare qu'elle demandera une audience au roi pour confirmer sa décision. Caïn pensait déjà que le roi allait le tuer pour avoir encore une fois usé de son charme, et c'est exactement ce qu'elle fit. Il révéla qu'il avait décidé de l'épouser, surprenant le roi, le père de Caïn et tous les présents. Le roi exigea des explications sur la façon dont il était parvenu à cette conclusion, et il expliqua qu'il n'avait pas mentionné sa nervosité car il s'agissait d'une information confidentielle. Son père lui demanda s'il connaissait le rang du capitaine, et le roi expliqua que son royaume était autrefois un royaume elfique, mais que certains cherchaient à les réduire en esclavage. L'ancien héros les avait sauvés et intégrés à son territoire afin qu'ils puissent s'unir et se protéger mutuellement. Cependant, il formait désormais un royaume indépendant, et il avait reçu une demande en mariage d'une princesse d'une autre nation. Le roi lui annonça alors les fiançailles et lui dit qu'il la plaignait. Elle répondit qu'elle comprenait, avec une expression triste, mais en réalité, elle était encore plus enthousiaste. Après tout, il avait été reconnu par le roi et le duc, ce qui signifiait qu'il était bien plus puissant qu'elle ne l'avait imaginé, et son désir de l'épouser n'en était que plus grand. Le roi dit comprendre ses sentiments et lui conseilla d'écrire une lettre à son père. Elle fit alors en sorte que Caïn s'entraîne davantage pendant qu'elle. Il rédigeait la lettre, et le roi fut stupéfait qu'il ait réussi à la séduire, elle, le plus fort chevalier du royaume. Le roi se demanda comment il pouvait être si fort. Son père répondit qu'il n'en savait rien. Le vice-capitaine raconta avoir eu une réaction lorsqu'on lui demanda s'il était un héros ou un disciple de Dieu, et on lui dit de la lui montrer. Alors, l'image d'un livre apparut. Quelques jours plus tard, le vice-capitaine retrouva Caïn et lui dit qu'il avait l'air fatigué. Caïn expliqua que Tijuana s'entraînait en duel avec lui jour après jour. Le vice-capitaine le remercia car, grâce à lui, elle était devenue encore plus forte. Caïn révéla que le titre de maître épéiste lui était apparu récemment. Le vice-capitaine l'emmena alors au palais voir le roi, qui lui remit le livre du premier roi, le héros YYK, transmis de génération en génération. Caïn aperçut des inscriptions japonaises et des formules magiques uniques, et il fut très enthousiasmé par ces dernières. Le roi déclara alors comprendre, et qu'aucun d'eux ne pouvait les déchiffrer. Caïn réalisa alors qu'il s'agissait de japonais. Le roi lui demande alors qui il est réellement, et Caïn réfléchit un instant avant de décider de lui confier la vérité, leur demandant également de promettre que ses pensées resteront secrètes. Il lui dit donc la vérité. À la surprise générale, son père lui demande s'il est son fils, et il confirme que les dieux l'ont confirmé lors de son baptême. Tous sont stupéfaits qu'il soit devenu un être ayant rencontré les dieux, chose inédite. Ils demandent alors à voir son titre, qu'il leur montre. L'assemblée est stupéfaite par sa taille, sa puissance et les bénédictions qu'il a reçues. Le roi lui demande pourquoi il n'a pas parlé plus tôt, puisque tous doivent s'incliner devant lui, car il porte le titre d'élu des dieux, un titre jamais vu auparavant. Caïn répond qu'il ne le souhaite pas, qu'il est immensément heureux de sa vie actuelle et que, dans sa vie antérieure, il a perdu tous ses proches et s'est senti profondément seul.
seul. Il remercie son père pour la vie qu'il lui a donnée et s'excuse auprès du roi pour les secrets qu'il a gardés, demandant à continuer de le traiter comme tel. Caïn acquiesce, et le roi d'y comprendre, et que le royaume continuera de le considérer comme le baron Caïn, fils de Garce. Cependant, ne serait-il pas préférable qu'il devienne roi prochainement? À ce moment précis, Tuani entre dans la pièce, demande à voir son époux et présente une lettre de son père autorisant sa demande d'épouser Caïn. Caïn prend congé du roi, prétextant être pressé, mais Tuani le saisit par le col et l'entraîne de force. Le duc rit, puis déclare au roi que, connaissant le caractère de Caïn, il n'a pas à s'inquiéter, car Caïn restera toujours Caïn. Le roi sourit et acquiesce, ordonnant à tous de garder le silence absolu sur les propos tenus ce jour-là. De retour dans ses appartements, il demande à Caïn son avis sur la manière de protéger le royaume. Puis, après avoir été réprimandé par ses deux fiancés pour ses fiançailles avec le capitaine, Caïn s'explique et Silk accepte. Tel lui conseille de ne plus accepter de fiançailles à la légère, mais au même instant, Tuani fait irruption dans la pièce et l'entraîne de nouveau en duel. De retour à Quin, YYK, relisant son journal, écrivit au prochain japonais qui arriverait qu'il s'était réincarné sous sa forme originelle après son accident. Tel et Silk arrivèrent et le pressèrent. Peu après, une dispute éclata entre eux, mais il prétexta être occupé à étudier et s'enfuit. Tuana intervint, voulant lui aussi se battre en duel. Il s'excusa et s'enfuit à son tour. La raison? Le lendemain, il fêtera ses 12 ans et pourra ainsi rejoindre la guilde en tant que grand aventurier. À la guilde, il croisa un aventurier roux à l'allure de prêtre qui lui conseilla de ne pas se laisser abattre par ses futures aventures et lui dit au revoir. Il le trouva familier. Le réceptionniste, nommé Ashia, lui donna toutes les instructions nécessaires pour s'inscrire et déclarer son pouvoir magique, qu'il semblait avoir dissimulé. Il commença ainsi au rangé et se souvint de ses anciens professeurs, qui étaient de Randé. Une fois de plus, des aventuriers idiots se jetèrent sur Quin, mais il les esquiva tous avec agilité. Alors que l'un d'eux s'apprêtait à dégainer son épée, l'aventurier de tout à l'heure arriva et fit fuir les deux imbéciles. Cloud lui dit qu'il n'y avait pas lieu de le remercier, après tout, il avait vu les mouvements de Caïn et avait agi ainsi pour éviter qu'il ne se blesse. Il invita ensuite Caïn à boire un verre. Là, Caïn révèle que ses précepteurs privés l'ont aidé à se développer, et l'aventurier, qui se fait appeler Nuage, regarde de côté avec suspicion et change de sujet, ce qui incite Caïn à s'enquérir de son nom. Flamme de glace, et Cloud dit que c'est du hack sans grave. Son groupe comprend sa femme. Elle maîtrise la glace et lui le feu, ce qui impressionne Caïn. Cloud montre alors sa carte, dorée, et explique qu'elle provient d'un aventurier de rang A, loin du rang SSS, réservé aux premiers rois et héros, et qu'il qualifie de carte ténébreuse. Au même moment, sa femme apparaît et le réprimande pour sa paresse. Il présente ensuite Caïn, qui se lie d'amitié avec lui, puis le tire par l'oreille et continue de le gronder, lui ordonnant de se dépêcher pour la mission. Caïn voit plusieurs missions ennuyeuses, comme sortir les poubelles, mais il remarque une mission, éliminer le gobelin. Il l'accepte donc. La récompense est illimitée. Au moment où il part, Tuana le retrouve. Elle se rendait à son entraînement, mais apprenant que Caïn allait vivre sa première aventure, elle déclare qu'en bonne épouse, elle ne pouvait pas la manquer. Il ne faut pas oublier qu'il n'est que son fiancé, mais pour elle, les choses vont vite. Dans la forêt, elle rayonne aux côtés de Caïn, en mission seule. Caïn se hâte et, grâce à son don pour identifier les gobelins, il soigne rapidement le villageois. Pendant ce temps, Tuana attaque les gobelins alentour, mais ils sont puissants. Caïn la fortifie avec sa magie, la comblant de joie. Elle les attaque tout en déclarant ses vœux de mariage à Caïn, et je dois avouer que c'était même beau à voir, malgré l'étrangeté de sa précipitation. Mais finalement, après qu'elle a enlacé Caïn, des dinosaures apparaissent, et Caïn lui demande de prendre le villageois dont il s'occupait. C'est ainsi qu'il les immobilise rapidement, impressionnant Tuana et même ses maîtresses qui les poursuivaient et ne trouvaient qu'un cratère dans le sol. De retour à la guilde, Caïn raconte qu'il a vaincu des dinosaures et que la réceptionniste, surprise après une mission de Randé, en a vaincu une trentaine, la stupéfiant. Elle alla prévenir le maître de guilde, mais il était absent. Le second le convoqua alors, l'accusant de tricherie pour avoir accepté de l'argent. Après tout, il était de Rangé, et comment diable aurait-il pu vaincre de tels dinosaures? Il décida de révoquer la licence d'aventurier de Caïn, mais le maître de guilde arriva à ce moment précis, regarda Caïn, s'assit et interrogea le second sur les raisons de sa décision. Puis il leur fit signe d'entrer, et Tuana fit son entrée. Comme toujours, elle l'enlaça et l'appela son mari, surprenant tout le monde. Caïn la corrigea, expliquant qu'ils étaient fiancés et que c'était un secret. Le maître de guilde le nomma alors Baron Caïn, révélant ainsi qu'il était le héros qui avait sauvé la princesse, laissant le second complètement anéanti par ses agissements. Le maître révèle être le fils du marquis Gar et que, s'il épouse Tuana, il deviendra son beau-frère, révélant ainsi qu'il est son frère. L'homme implore sa grâce et demande pardon pour avoir insulté un noble, car une loi prévoit la peine de mort pour un tel acte. Caïn lui dit de se calmer, qu'il ne le fera pas, mais l'encourage à formuler d'autres accusations sans preuve. L'homme acquiesce, la tête baissée. Caïn demande ensuite si la guilde acceptera ses dinosaures. Et le maître dit avec plaisir, et cela aussi il sera promu au rang C, mais Tuana affirme que Poupa a vaincu un dragon rouge lorsqu'elle avait 10 ans, et qu'elle est plus forte qu'elle. Le maître explique qu'il ne peut pas accéder directement au grade B sans capturer de bandits, mais vu son statut, personne ne s'en plaindra. Il annonce donc qu'il obtiendra le grade à s'il capture quelques bandits, ainsi que le poste de second. Les réceptionnistes restent stupéfaits par cette nouvelle. Il leur ordonne de préparer sa promotion, puis s'excuse auprès de lui pour la confusion. Caïn assure que tout va bien. Il ajoute qu'il a été surpris d'apprendre ses fiançailles, mais qu'il est désormais plus rassuré de la connaître
bien-être et qu'il prendra soin d'elle malgré son caractère souvent incontrôlable. Après cela, elle parle de leur combat, mais sous-entend autre chose, ce qui met Caïn très mal à l'aise. Cependant, le maître de guilde le rassure, lui disant qu'il sait qu'elle parle de bataille et que c'est tout à fait son genre. Au ciel, les dieux l'observent, et le dieu créateur déclare qu'il doit devenir encore plus fort, car le sceau d'Aaron sera brisé dans 300 ans. Tous sont stupéfaits et s'accordent à dire qu'il doit absolument devenir beaucoup plus fort. Il suggère même qu'une certaine personne pourrait être un bon maître pour lui, mais il change d'avis en voyant sa carte dorée indiquant qu'il est de rang A. Le lendemain, Caïn accepte d'étudier avec Silk Telesh, mais à ce moment-là, l'oncle Juan y apparaît, leur racontant leurs aventures et leur annonçant qu'elles doivent en vivre une autre, ce qui met les deux femmes en colère, car elles ignoraient tout de la situation. Caïn faisait une sieste paisible lorsque sa servante le réveille brusquement, l'informant qu'il est en retard pour son examen d'entrée. Elle a désespérément besoin d'aide, mais il reste très calme, et grâce à son pouvoir, arrive juste à temps. En entrant dans l'école, Caïn réalise qu'il est dans une classe ordinaire et ne voit ni Silk ni Telesh. Trop excité, il aperçoit son sujet d'examen et se souvient de tout ce qu'il a étudié dans sa vie antérieure. Bien sûr, c'est parce qu'il vient du Japon, et là-bas, les choses sont prises très au sérieux. Sinon, je serais comme Naruto passant l'examen d'entrée de Chunin, si vous vous souvenez. Il termina avec 30 minutes d'avance. L'épreuve suivante était la magie. Il demanda s'il pouvait utiliser toute sa force, et le professeur répondit que oui, bien sûr, puisqu'ils étaient protégés par une barrière. Les élèves commencèrent alors à utiliser la magie, autour d'eux, et il réalisa que c'était la véritable force d'un enfant et qu'il allait en abuser. Il concentra donc toute sa magie sur son tour, mais en réalité, cela ne fit que renforcer son tir, provoquant une destruction massive, et comme toujours, surprenant tout le monde. Ils allèrent voir si quelqu'un avait été blessé, puis Caïn s'excusa et se rendit à l'entraînement à l'épée. Ils y rencontrent plusieurs aventuriers, dont Cloud, de rang A, qui reconnaît Caïn et propose de l'évaluer. Caïn refuse, mais l'instructeur rétorque qu'il ne peut pas refuser. Si Cloud a accepté de l'évaluer, qu'il en soit ainsi. Caïn hésite et engage le combat, mais comme Cloud possède le rang A, il ne peut se retenir et passe à l'offensive. Cloud, galvanisé, se déchaîne lui aussi. Caïn affirme même que si c'était un combat ordinaire, l'autre enfant aurait des ennuis, mais il rétorque qu'il n'est pas un enfant ordinaire. Cependant, l'instructeur les interrompt, expliquant qu'un combat aussi intense risque de décourager les autres enfants et qu'il vaut mieux qu'ils cessent. Cloud dit qu'il pense avoir exagéré et appelle CAI. Elle l'invite à partir à l'aventure avec lui, et Caïn refuse, mais Nuage ne se décourage pas. Ensuite, Caïn et le professeur déclarent que cela suffit, qu'ils ont constaté son talent, et qu'il peut rentrer chez lui et ne revenir que lorsqu'il aura réussi. Caïn se sent mal et rentre chez lui, tandis que Nuage reste sur place, essayant de dissimuler les dégâts qu'il a causés. À son arrivée, la bonne s'excuse auprès de Caïn et lui annonce qu'elle va lui préparer un délicieux repas. Ensuite, le roi demande à Caïn ce que c'était que ça, et Caïn explique qu'il a utilisé de la magie de débutant, mais que ça ne s'est pas très bien passé. Puis, le roi dit que Telestia a dit qu'il n'avait pas assisté à la cérémonie. Caïn a confondu les lieux et a fini par passer l'épreuve avec les roturiers. Caïn, quel frimeur. Il a créé un nouveau compte et s'est lancé dans un combat contre des débutants. Un peu plus tôt, le directeur de l'école informa le duc des résultats. Un roturier avait brillamment réussi l'examen, combattu à armes égales avec un élève de rang A et détruit le mur de l'école. Le duc éclata de rire, car il comprit immédiatement que c'était Caïn qui avait accompli cet exploit. Le conseiller du roi avait d'ailleurs déjà remis à Caïn un devis de réparation pour l'école, à régler. Le jour de l'examen, Telestia était absente, fâchée contre Caïn. Silk lui raconta tout, lui disant qu'il était le meilleur de la classe et qu'ils étaient tous les deux juste derrière lui. Peu après, il retrouva sa sœur qui le serra dans ses bras et lui dit qu'il lui avait manqué car il ne venait jamais les voir. Ravie de sa réussite, elle l'informa qu'il devrait faire un exposé. De retour à la maison, la servante était déjà inquiète, mais il arriva et annonça qu'il était premier. Fou de joie, elle se mit à préparer un autre excellent repas. Le lendemain, il entra enfin dans l'aile réservée, celle des nobles. Là, les nobles ne se réunissaient pas pour la cérémonie. Bien sûr, les garçons l'enviaient, et les filles étaient déjà amoureuses de lui, ce qui ne faisait qu'attiser la jalousie des garçons. Lors de la cérémonie, ses parents étaient également présents. Caïn prit enfin la parole, s'excusant auprès de tous pour la confusion, exprimant sa gratitude et déclarant espérer le soutien de chacun et souhaiter se faire de nombreux amis à l'académie. Il fut applaudi. Le roi arriva et prononça également un discours, affirmant avoir un élève exceptionnel et tapotant l'épaule de Caïn, ce qui provoqua l'hilarité du duc et du conseiller, et plongea ses parents dans un profond embarras. Il ajouta cependant qu'il comptait sur l'un des professeurs pour lui dispenser la meilleure éducation. Téleste et Silk l'accueillirent ensuite, et le professeur leur demanda de choisir la voie qu'ils souhaitaient suivre. Caïn voulait devenir aventurier, mais Silk et Téleste lui conseillèrent de choisir la noblesse. Après tout, il possédait déjà des terres et avait beaucoup à apprendre. Comme il pouvait choisir plusieurs options, il s'enthousiasma et annonça qu'il opterait pour la noblesse, la magie, l'aventure et les objets magiques. Téleste déclara alors qu'elle choisirait la noblesse et les affaires intérieures, ajoutant timidement que ce serait pour gérer ses dortoirs plus tard. Silk, quant à elle, suggéra la noblesse et la nourriture, afin que cela lui soit utile sur ses terres, et sourit en approuvant Téleste. Pendant la récréation, ils aperçurent Parma, la jeune fille en noir rencontrée précédemment, importunée par des nobles envieux. Ces derniers affirmaient que si elle ne s'était pas inscrite, l'un d'eux aurait intégré la classe A.
Autrement dit, il a rejeté la responsabilité de leur incompétence sur la fille, une bande de ratés. Mais Caïn met fin à la confusion et affirme connaître la jeune fille. Il rappelle que Noble et Roturier sont égaux, mais les garçons, en désaccord, continuent de l'importuner et menacent de parler à son père pour détruire sa famille. Silk et Téleste leur demandent alors ce qu'ils comptent faire. Ils s'agenouillent aussitôt, s'excusent et disparaissent discrètement. Peu après, jaloux de Caïn, Téleste et Silk le forcent à s'agenouiller lui aussi pendant qu'il discute avec Parma. Ils semblent pourtant bien s'entendre. Soudain, une voix résonne dans la tête de Caïn, l'invitant à parler et lui assurant qu'il est aussi intéressant qu'on le lui avait dit. Guidé par l'autre garçon, il se rend à la bibliothèque et se retrouve transporté ailleurs. Là, le garçon l'accueille par son vrai nom japonais. Il boit une tasse de café qu'il n'avait pas bu depuis des années, depuis sa naissance, et le garçon lui sourit. Ensuite, le garçon révèle que les dieux lui ont parlé et se présente comme YYK, surprenant Caïn, car c'est le nom du premier héros et roi. Caïn lui demande s'il est un fantôme, et YYK lui conseille d'utiliser son pouvoir d'appréciation sur lui. Caïn s'exécute et le perçoit comme un dieu de la création. YYK révèle alors avoir créé le monde dans lequel se trouve Caïn et être en vie depuis plus de 300 ans. Il explique que les dieux l'ont convoqué pour entraîner Caïn. Ce dernier, se sentant trop fort, avoue avoir des difficultés et le défie de lui prendre le biscuit des mains, preuve de sa force. YYK l'en empêche sans peine. Il révèle ensuite à Caïn qu'il devra devenir plus fort pour affronter Aaron, un être responsable du chaos et de nombreuses morts, à l'image de la discorde avec l'oracle. YYK et son ancien groupe l'avaient scellé, mais le sceau commence à se briser. Caïn demande s'il ne pourrait pas réparer les choses une fois de plus, et YYK répond qu'il est désormais le dieu de ce monde et que ni lui ni les anciens ne peuvent intervenir. Autrement dit, c'est comme pour Caïn. YYK explique que cela a un lien avec sa vie antérieure, puis il le transporte et lui remet une épée. Il lui annonce qu'à partir d'aujourd'hui, il sera son entraîneur et qu'il devra viser l'excellence. Sa mission est de retourner au manoir où il se trouvait, et pour cela, il devra gagner au moins 300 niveaux, atteignant ainsi le niveau 6 Sense. Il leur dit aussi de se détendre, car dans ce monde, une année équivaut à un jour dans le sien. Caïn avance et détruit plusieurs monstres qui n'arrêtaient pas d'apparaître. De retour dans son monde, Télestia, Silk et la servante sont très inquiètes de sa disparition, mais Télestia leur dit de se calmer, après tout, c'est Caïn, et de veiller jusqu'à son retour. Caïn, déjà dans l'autre monde, est sur le point d'être dévoré et accepte sa défaite, mais ils déchaînent leur magie et terrassent le monstre. Il se souvient avoir passé des mois dans cette forêt, sans dormir, à combattre jour après jour. Soudain, il entend un bruit et se précipite sur les lieux, un louveteau blessé. Instinctivement, il se met en action et jure de mettre fin à ses souffrances, mais au moment de frapper, le louveteau reprend ses esprits et lui confie qu'il a toujours voulu. Il se doit de protéger les humains et ne peut l'oublier. Il le soigne, même sans mana, utilisant toutes ses ressources, y compris celles qu'il était prêt à payer. À son réveil, le petit louveteau le protège et terrasse divers monstres. Puis, le louveteau le caresse. Et il s'enthousiasme, puis il annonce que Haku est son nom. Le petit loup l'aida énormément à retrouver son instinct de protection et la conviction qu'il ne pouvait abandonner, car il avait quelque chose à protéger. Il découvre ensuite le manoir, et il est déjà âgé. YYK dit que 4 années se sont écoulées et est surpris par le loup, qui est en réalité une créature divine. Cela surprend Caïn, et YYK lui explique qu'il peut conclure un pacte avec elle si elle est si attachée à Caïn. Et c'est ce qui se passe, et maintenant elle peut être invoquée. YYK annonce alors que Derain sera son nouveau maître, et à la demande de Caïn, il lui révèle le lien entre Héron et son passé, mais cela ne nous est pas dévoilé. Derain se lance alors dans un combat contre Caïn et lui dit qu'il est plus faible que lui et que YYK est plus fort, et qu'Héron est bien plus fort que YYK. Puis il le frappe, le laissant inconscient. Caïn se réveille dans la maison de Derain, où sa femme accueille Caïn, tandis que le bébé dragon se livre à un combat amical avec Haku. Caïn, submergé par l'émotion, pleure en savourant un délicieux repas qu'il n'avait pas mangé depuis longtemps. Ayant survécu dans la forêt, il est rassuré par la femme de Derain qui lui dit qu'il peut désormais se reposer en paix, car il vivra avec eux. Il se demande comment vont les habitants de son monde. Là-bas, Téleste et Silk s'efforcent d'apprendre à cuisiner et de rendre Caïn heureux à son retour, guidé par la servante qu'il a élevée. Derain continue d'entraîner Caïn, le frappant et l'encourageant à se perfectionner physiquement. Une année passe, et il continue de le battre fermement, affirmant qu'Héron sera impitoyable envers lui. Puis, se souvenant du moment où YYK lui en a parlé, Caïn se rappelle qu'Héron était le dieu du divertissement, comme les autres dieux, mais qu'il a été banni pour avoir mis au point un jeu mortel impliquant les citoyens. YYK lui conseille de devenir fort pour pouvoir protéger ses compagnons, contrairement à lui, qui a échoué dans le cas de ses parents. On assiste ensuite à leur invocation, à l'aide apportée par une nonne, puis à la demande des dieux, impuissants face au monde physique. S'ensuit un combat féroce entre YYK et les parents de Caïn, mais Héron, d'une force redoutable, les stoppe. La mère de Caïn protège la nonne au péril de sa vie. Fou de rage, le père de Caïn utilise la surcharge de mana et se lance à la poursuite d'Héron, le piégeant malgré ses coups, ce qui permet à YYK d'osciller. Sur leur lit de mort, tous deux s'excusent auprès de leur fils de ne pouvoir revenir. Submergé par ses souvenirs, Caïn maîtrise la technique de surcharge et vainc Derain. Il se rend ensuite sur la tombe de ses parents et les remercie de penser à lui, ainsi que YYK de l'avoir protégé. YYK lui tend un biscuit, que Caïn attrape cette fois-ci. YYK en conclut
conclut qu'il est devenu plus fort. Caïn s'apprête à dire adieu, annonçant son retour dans son monde, lorsqu'YYK l'invite à prendre un café. Caïn demanda, mais cela ne vous dérangerait-il pas? Non, ce serait mal. YYK demanda alors s'il reviendrait effectivement, puis utilisa la magie pour lui redonner son apparence d'il y a 5 ans. YYK lui dit d'invoquer Deku pour qu'il l'emmène dans son monde, puis Derin apparaît également et lui dit de prendre le mini-dragon. Après avoir conclu le contrat avec lui, Caïn les remercie tous les deux pour tout et s'émeut. YYK lui dit de leur rendre visite et de lui remettre une épée à apporter au roi actuel. YYK et Derin affirment qu'il deviendra bien plus fort qu'eux, car il a quelque chose de précieux à protéger. Arrivé chez Sylvia, la servante qu'il a élevée, Caïn est déjà très ému. Silk et Téléchat lui apportent les biscuits qu'elles ont préparés pour lui. Caïn les déguste, les larmes aux yeux, tant ils sont délicieux. Puis, les deux jeunes filles lui souhaitent la bienvenue, et comme prévu, le font s'agenouiller en guise de punition. Le lendemain, Caïn raconte tout au roi et aux autres, qui ont du mal à croire ce qui s'est passé. Mais lorsqu'il voit le katana utilisé par le premier roi, il le croit. Le duc l'informe qu'il a oublié d'accepter la mission pour progresser dans le classement et que, s'il ne s'inscrit pas, sa promotion sera annulée. À la guilde, le maître de guilde leur annonce qu'il a failli annuler la mission, et Caïn explique qu'il a été très occupé. Après quelques hésitations, Caïn accepte la mission de capturer des bandits. Arrivé sur place, il utilise son pouvoir de vol et se dirige vers lui avec l'épée que YYK lui a donnée. Il aperçoit alors plusieurs bandits encerclant une diligence, et ses deux maîtres protégeants sont associés des jeux de hasard de Caïn, ainsi que le père de Parma. Voyant Mii blessée, il la soigne rapidement et se lance à la poursuite des bandits, maîtrisant sa puissance et déclarant qu'il n'y aura aucune pitié. Après les avoir facilement vaincus, ses maîtres sont stupéfaits, car il s'agit d'une mission de haut rang, et il leur montre sa carte de grade, les impressionnant. Il leur dit qu'ils peuvent être tranquilles, qu'il s'occupera de tout. Ensuite, il emmène les voleurs ligotés en ville et laisse le père de Parma sain et sauf. Parma apparaît également et lui est très reconnaissante. Rectification, il a conclu un accord commercial avec son oncle, qui ressemble beaucoup à son père. Parma lui demande s'il aura du temps libre après ses obligations de baron, et Mii est déjà stupéfaite qu'il soit devenu baron. Nina affirme qu'il est devenu. Après cela, Mii l'embarrasse en le serrant dans ses bras et en disant qu'il est pratiquement devenu adulte et qu'il a tellement grandi. Gêné, il s'enfuit pour ramener les voleurs au royaume, suivi de près par ses professeurs qui les emmènent avec eux. La réceptionniste de la guilde est surprise par la rapidité avec laquelle quelqu'un a accompli la mission et annonce qu'elle fera le rapport au maître de guilde. Soudain, les mêmes idiots recommencent à importuner Mii et Nina, les harcelant une fois de plus avec leur manière pitoyable. Elle les ignore, mais ils sont sur le point d'attaquer. Qu'un les arrête, et ils tremblent de peur en le reconnaissant. Claudio apparaît, disant qu'il reconnaît cette aura meurtrière, et les idiots en profitent pour s'enfuir. Claudio révèle alors que Mii est sa petite sœur, et elle révèle qu'elle était la maîtresse de Cain lorsqu'il avait 5 ans. Claudio invite ensuite tout le monde à boire et à célébrer leur succès. Et sa femme arrive et commence à le harceler, mais ils finissent quand même par aller fêter ça. Mii raconte ce qui s'est passé, et Claudio est surpris que Cain soit déjà de rang A, mais il comprend, après tout, il l'a accompagné lors de son duel. Mii est complètement stupéfaite car son frère a atteint le rang A grâce à son seul talent d'escrimeur et sa force brute, sans utiliser de magie. Caïn est donc très fort, et Nina lui rappelle qu'il n'est pas seulement, il est promu au rang de baron, et à cet instant, Claudio et sa femme sont surpris. Claudio s'excuse de son ton si familier et supplie qu'on ne l'exécute pas, mais Caïn refuse. Claudio lui demande d'où lui vient sa force, mais Caïn ne peut rien lui dire sur les dieux. Mii parle alors du dragon qu'il a vaincu et des sacs, ce qui donne envie à la femme de Claudio d'en posséder un. Après avoir discuté avec Caïn, qui accepte de leur en confectionner un, elle s'évanouit. Claudio explique qu'elle est très faible à cause de l'alcool. Caïn se souvient alors qu'il doit préparer ses cours pour le lendemain et se dépêche. Claudio lui demande pourquoi un baron doit aller à l'école, et il répond timidement qu'il y a beaucoup de choses qu'il ignore et qu'il aimerait apprendre. Nina le complimente et s'apprête à le prendre dans ses bras, mais il s'enfuit, gêné. Tous songent à la difficulté de sa vie. Atia, la réceptionniste, les informe alors que l'instructeur d'aventure est blessé et qu'il leur faut un remplaçant. Claudio y voit une opportunité. Le lendemain, en cours de magie, alors que tout le monde se prépare, le professeur annonce que Caïn n'a pas le droit d'utiliser de magie offensive dans la résidence de l'école et que tous les instructeurs ont déjà été prévenus, car les barrières ne suffiraient pas à le retenir. Claudio et les autres observent la scène, se demandant à quel point Caïn doit se sentir à l'écart et suggérant de mettre leur plan à exécution. Le professeur responsable du cours d'aventurier appelle Claudio et les filles et leur annonce que la guilde les a mis à disposition pour la journée, ce qui impressionne tout le monde. Claudio leur demande ensuite de montrer leur carte d'aventurier, et Caïn se sent mal à l'aise car il ne veut pas se sentir encore plus à l'écart si tout le monde voit sa carte dorée. Caïn prétend l'avoir oubliée, et Claudio le réprimande, lui conseillant de toujours la porter sur lui, car elle sert de pièce d'identité. Les filles remarquent les regards insistants que tous lui lancent, et Claudio décide alors de mettre le plan à exécution. Claudio entraînait quelques élèves au maniement de l'épée, tandis que les filles s'occupaient de la magie. Caïn se sentait encore plus isolé, mais leur plan était de démontrer leur force aux élèves afin qu'ils constatent à quel point Caïn était plus fort qu'eux, et ainsi, l'admirent. Caïn attendit donc patiemment son tour pour le duel, et lorsque celui-ci arriva, le cours se termina. Claudio expliqua qu'il avait mal calculé le temps et s'excusa auprès de Caïn. Ce dernier rétorqua que l'institut l'interromprait la prochaine fois, qu'il n'y aurait pas de prochaine fois, et qu'ils avaient dépensé tout l'argent prévu pour ce duel pour le concert de l'école, et qu'ils ne pouvaient plus engager ses aventuriers
aventurier de haut niveau. Caïn fondit en larmes. Cette nuit-là, Caïn pénétra dans la forêt des monstres de Rancale et les attaqua férocement en hurlant le nom de Claudio, fou de rage. La ville fut secouée par des explosions, et croyant à l'œuvre du roi démon, envoya des chevaliers tandis que tous craignaient pour leur vie. Le père de Caïn accourut sur les lieux, et Caïn se téléporta. Et se disant beaucoup mieux à son arrivée, il retrouve le mouchoir de son fils et comprend immédiatement la situation. Son père dissimule ses agissements dans son rapport au roi, qui lui demande s'il sait quelque chose de ce qui s'est passé dans la forêt. Caïn répond par la négative. Le roi décide alors de coopérer à l'enquête, mais Caïn, très inquiet, déclare que ce n'est pas nécessaire et avoue tout, ce qui lui vaut une réprimande du roi. Une fois de plus, et dans la forêt, un fragment tombe. Un dragon dévora un gobelin qui possédait Aéron, s'appropriant ainsi la conscience de ce dernier, qui n'est plus qu'Aéron, même si ce n'est plus qu'un fragment. Le père de Caïn le réprimanda alors une fois de plus, comme la dernière fois. De retour à l'école, Caïn assista au cours d'invocation, et miraculeusement, le professeur l'autorisa à participer. Après tout, il ne s'agissait pas de magie offensive. Un spécialiste apparut alors et expliqua qu'il existait deux types de magie, l'une créant un contrat avec une créature après avoir établi un lien, et l'autre invoquant une créature à travers un cercle magique et établissant ensuite le contrat. Ici, le principe est similaire à celui des Pokémon. Les créatures sont invoquées à travers le cercle, et si le contrat ne peut être établi, elles disparaissent. Les élèves invoquèrent donc plusieurs petites créatures et établirent le contrat. L'un d'eux tenta d'invoquer une bête, mais celle-ci refusa, faute de mana suffisant. Puis ce fut au tour de Caïn. Après que chacun eut essayé, l'instructeur lui dit d'utiliser toute sa magie dans le cercle sans crainte, car sinon, s'il parvenait à conclure le pacte avec le monstre, celui-ci disparaîtrait. Caïn s'exécuta. L'instructeur, stupéfait, l'entendit utiliser la magie de la lumière pour que les élèves ne le voient pas. Il s'avéra qu'il avait invoqué le roi démon en personne. Quel personnage, ce Caïn. Le roi démon s'approcha de lui et se demanda, un simple humain qu'il invoque. Il constata la situation de Caïn, qui se prépara à attaquer. Le roi démon s'agenouilla alors et s'excusa de son impolitesse. Il promit de sceller le pacte avec toute la joie du monde. S'il le souhaitait, il lui suffirait d'un ordre pour anéantir une nation entière par sa puissance militaire. Puis il dit, ô élu, je suis Seth. Scelle le pacte, et tu pourras m'invoquer à ta guise. Caïn accepte et déclare qu'il ne détruira aucune nation, et lui demande d'arrêter de l'appeler l'élu. Seth répond, très bien, mais si tu veux détruire une nation, tu sais déjà ce qu'il te reste à faire. L'instructeur demande alors s'il s'agissait du roi démon, et l'intéressé répond qu'il a disparu car il n'a pas signé le contrat. L'instructeur dit, d'accord, je te crois, c'est bien ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Très bien. L'intéressé s'en va, persuadé que tout s'est bien terminé, mais ce n'était pas le cas. Il se retrouve ensuite devant le roi, et l'instructeur, toujours bavard, rapporte tout au roi. Ce dernier lui demande d'expliquer ce qu'il a invoqué, et l'intéressé le révèle à tous, stupéfiant l'assistance par un tel exploit. Le roi lui demande de prouver son statut, qui a sans doute progressé grâce au premier roi, et l'avertit que ce qu'il va voir est un secret d'État et que sa divulgation sera passible de la peine de mort. Son statut indique qu'il est un demi-dieu, et il porte le titre d'un rang incommensurable, laissant l'assemblée à nouveau bouche bée. L'instructeur s'incline et le qualifie de dieu, puis l'intéressé rétorque. N'en fais rien, mon ami, le duc et le conseiller ont déjà choisi comment l'appeler. Le roi demande s'il ne va pas détruire la nation, voire le monde, car maintenant il en a le pouvoir, et il leur dit de le traiter comme toujours. Le roi acquiesce, mais si l'instructrice veut, je ne sais pas, une ville folle, il lui suffit de demander à la nation, il n'a pas besoin de tout détruire. Elle la lui remet sans résistance. Le roi dit à l'instructeur qu'il doit maintenant comprendre pourquoi et garder le secret, et ordonne à Caïn de lui remettre une ville. En l'occurrence, il lui remettra une ville. Pour Caïn, et le titre de vicomte, et annoncera les fiançailles sont annoncées, et il déclare qu'un homme incapable de protéger une vie simple ne peut protéger une nation, sous-entendant ainsi qu'il le prépare déjà à monter un jour sur le trône. Silvio le félicite et lui annonce que la ville se rapproche de la capitale, mais son majordome lui apporte des nouvelles de son père. Une rébellion de monstres se déroule dans la forêt. Caïn se rend dans sa vieille demeure, où il retrouve son frère aîné, qui lui raconte en détail les événements. Il lui explique qu'il est impossible de faire comme si de rien n'était et que la population est sur le qui-vive. Les monstres sont plus violents, et tout laisse présager une nouvelle rébellion. Caïn promet de s'en occuper, ce à quoi son frère rétorque qu'il ne pouvait pas lui demander cela. Il montre alors sa carte de grade, surprenant son frère, et lui confie que bien des choses se sont passées. Il se dirige ensuite vers la guilde de sa ville, où il retrouve la réceptionniste qu'il a enregistrée comme aventurier. Elle explique la situation des aventuriers et le chaos ambiant. Caïn aperçoit les millénaires, eux aussi convoqués pour la mission, ainsi que les aventuriers de haut rang de la guilde. Ils discutent de ce qui s'est passé dans la forêt et de leur incapacité à atteindre son cœur. Caïn annonce qu'il va explorer les lieux. Tous lui font remarquer qu'il ne peut pas y parvenir seul, et il propose alors de faire appel à quelqu'un, laissant entendre qu'il s'agira de Seth à son arrivée. Il invoque Aku et le dragon terrifiant, qui l'accueille. Il utilise ensuite sa perception pour analyser la scène. Sentant qu'il est observé, Caïn élimine plusieurs monstres, mais aucun ne lui appartient. Il convoque alors Seth et lui demande d'enquêter dans la forêt. Seth constate la présence d'un nombre ahurissant de monstres de haut rang, et avec la
permission de Caïn, envoie un subalterne des services de renseignement pour approfondir l'enquête. Dalmatia, l'un des 4 anciens rois, est à la retraite mais toujours courageux, et s'incline devant Caïn. Il est surpris qu'un roi démon ait un pacte avec un humain. Dalmatia utilise son pouvoir pour sceller les démons cachés, car Caïn est très nerveux, et plusieurs monstres apparaissent. Impressionné, il frappe Dalmatia. Caïn leur dit de s'occuper de la situation pendant son absence et retourne en ville, laissant les monstres à Cloud et aux filles. La forêt s'assombrit et Seth les guide. Dalmatia se prépare au combat et ensemble, ils se dirigent vers le centre. Héron remarque leur mouvement et ordonne immédiatement à tous les monstres sous son commandement d'attaquer les humains. Seven revient rapidement et informe Caïn de ce qui s'est passé, puis il ordonne à tous d'en faire autant, ajoutant qu'ils n'ont pas à s'inquiéter pour lui car il a de puissants amis de rang supérieur. Seven est déjà touché qu'il les appelle ses amis. Tijuana le rejoint et dit qu'elle ira, mais Caïn lui demande de protéger la ville et sa maison, et elle est ravie de pouvoir protéger la sienne. Caïn déclare alors qu'il compte sur eux. Elle est le point ET, il court vers le champ de bataille. Seth lui demande pourquoi il ne se téléporte pas, et il répond qu'aucun humain n'en est capable et qu'il doit se contrôler pour ne pas éveiller les soupçons. Seth songe alors à la complexité de la condition humaine. Pendant ce temps, Dalmatia affronte les dragons, mais Caïn arrive avec Seth et il se prépare déjà à affronter le cœur du chaos. Et là, Héron les attend lui aussi, dans un souvenir point lors d'un échange rapide, Tijuana demande qui sont les nouveaux arrivants, et il se présente. Cloud comme un ami, sa femme comme l'épouse de cet ami, Millie comme une ancienne professeure, et Nina prétend en plaisantant être la maîtresse, créant une atmosphère tendue. Ces blagues mettent toujours tout le monde mal à l'aise, c'est le meilleur personnage. Caïn comprend alors qu'Héron était derrière tout ça. Seth dit qu'il va s'occuper de tout et qu'il peut aller au cœur du chaos. Il dit qu'il va appeler ses subordonnés, et Caïn lui dit de ne pas exagérer et de ne pas détruire complètement la forêt. Seth plaisante en disant que c'est plutôt à lui de le dire. En ville, Tijuana coordonne tout, et Millie décide d'aider Caïn. Son frère la traite de petite sœur imprudente et décide de partir avec sa femme, qui le frappe et les traite de fainéants. Nina les accompagne. De retour dans la forêt, Seven convoqua les 4 nouveaux rois, prétextant qu'un ami avait sollicité son aide. Il lui donna des instructions, et ils furent surpris qu'on ait demandé de l'aide, que le roi démon ait répondu, et surtout, qui pouvait bien être cet individu. Ils furent également surpris d'y voir Dalmatia, un grand général légendaire. Il révéla qu'un demi-dieu avait conclu un pacte avec lui, ce qui les stupéfia encore davantage. Seven se joignit ensuite à eux pour anéantir les monstres environnants. Caïn, qui s'attaquait lui aussi à quelques créatures, fut soudainement frappé par une puissante magie. Héron se dévoile et traite Caïn de petit chien des dieux. Caïn lui ordonne de se taire. Bien sûr, le vilain ne se contente pas de dire « Non, c'est bon, calme-toi, rentre chez toi, j'arrête là ». Héron révèle alors qu'il s'agit d'un jeu pour déterminer quels humains périront. Millie et les autres aperçoivent des gens volés et sont surpris, mais Nino se souvient qu'il s'agit forcément des amis de Caïn, et tout s'éclaire. Ils rejoignent donc le combat. Pendant ce temps, Caïn dialogue avec Héron. Il se livre à une bataille légendaire pour la magie la plus puissante, et Héron affirme avoir les mêmes yeux que ceux qui l'ont scellé, ce qui fait comprendre à Caïn qu'il parle de ses parents. Ses amis se battent dans la forêt, et Cloud dit qu'il ne sait pas combien d'autres arriveront, mais qu'il est certain de bien s'amuser aujourd'hui. La femme le frappe, comme toujours, et lui dit qu'elle le laissera faire aujourd'hui. Tout le monde rit de la situation et décide de fêter ça ensemble. Héron continue de poursuivre Cain et de lancer des sorts. Il invoque ensuite Aku et le Dragono, mais Aku est touché. Blessé au combat, le sort se reporte sur Cloud et les filles, qui se débattaient et étaient sur le point d'être abattues. Tijuana les sauve, les remercie et leur dit que les défenses de la ville sont déjà bien solides et qu'elle va maintenant s'occuper du front. Cloud et les filles la rejoignent dans la bataille. De retour auprès de Aku, Jin, le Dragono, encaisse les coups à sa place, et Héron continue d'attaquer. Caïn s'avance alors et déclare qu'il ne laissera pas cela continuer, que cela n'a rien à voir avec les dieux, qu'il veut seulement protéger les sourires de chacun. Il utilise la surcharge et l'identifiabilité d'Héron est la même que lors de sa dernière incarcération. Caïn se lance alors dans un duel magique avec Héron, et une lumière très puissante émane, surprenant tous les villageois. Caïn continue de se battre avec acharnement, lorsqu'Aku et Jin l'arrêtent et qu'il leur demande ce que c'est. Seth et Dalmatie apparaissent et disent que c'est lui qui a parlé. Ce n'était pas une exagération. Mais lorsque Caïn regarda devant lui, il vit une destruction massive dans la partie de la forêt où il s'était battu en duel, et aucune trace d'Héron. Il le réprimande même en plaisantant pour la destruction, puis révèle que les monstres ont battu en retraite et que la ville est saine et sauve, ainsi que ses habitants, grâce à lui, l'élu des dieux. Millie et Tijuana accourent pour le serrer dans leurs bras, et il est heureux d'avoir réussi à préserver les sourires de tous. Seth Dalmatien, faisant référence aux dieux, déclare qu'il est vraiment l'élu, puis se téléporte. Caïn est heureux avec ses amis, puis il se rend à la capitale. Le roi le réprimande pour la lumière, tous ont cru que les dieux étaient descendus sur terre. Caïn s'excuse, expliquant que la magie ordinaire n'avait pas suffi et qu'il avait donc utilisé la magie impériale. Le roi continue de le réprimander malgré ses explications, c'était pour détruire le dragon. Le roi interroge Caïn sur l'homme volant qu'ils ont aperçu, et Caïn, l'air inquiet, répond qu'il s'agissait du roi démon. Le roi, fatigué, demande à son conseiller s'il ne pourrait pas lui céder le trône sur le champ. Le conseiller, riant, répond par la négative, de concert avec le duc. Le roi se souvient alors de ses paroles et le nomme
vicomte, lui offrant un domaine au lieu d'une ville, lors d'une audience royale en présence de toute la noblesse. Il annonce la nouvelle à Tuana, Silk, Talécha et à son père, qui sont inquiets. Après tout, la guilde aime garder tout le contrôle du domaine dont elle a désormais pris possession, et de nombreux inconnus qui possédaient auparavant un tel domaine l'ont abandonné. Talécha s'apprêtait à parler à son père, mais Caïn intervint et déclara que c'était parfait. Ainsi, il pourrait fonder une nouvelle ville, et il était ravi, une ville où chacun pourrait sourire. Ses épouses, heureuses, le rejoignirent, et il leur dit de s'y rendre. Caïn arriva donc en ville et le roi reçut son rapport. La guilde avait prévu de lui jouer un tour, une fête de bienvenue, mais il finit par les tabasser tous. Puis, à la taverne, tout le monde se mit à parler d'une sorte de démon d'argent, en référence à lui, et un imbécile donna un coup de pied à la jeune serveuse. Il roua alors de coups les imbéciles et les mit à la porte, avant d'être arrêté par les gardes. À ce moment-là, le duc et le conseiller riaient aux éclats, et le roi était simplement inquiet. Mais à présent, Caïn, accompagné de Talécha et Silk, reçut la visite de Seth, qui lui demandait de l'aide. Sa femme avait découvert son infidélité et l'avait chassé de leur château. Mais peu après, le fan, l'épouse, arrive et le réprimande. Elle se présente à Caïn et s'excuse pour son mari. Elle lui demande son avis, et il lui répond qu'il est impardonnable de tromper sa femme, surtout avec une si belle épouse à la maison, ce qui la flatte. Mais c'est averti Caïn que les femmes changent. Après le mariage, on le met en garde et il est réprimandé par sa femme, Silk et Talécha, qui lui reprochent d'oser regarder une autre femme. Caïn est là, rongé par la culpabilité car, malgré son innocence, il se retrouve dans cette situation. Le fan se dit soulagé, ils ont dit tout ce qu'elle voulait dire. Elle prévient Caïn que s'il la fait pleurer, il aura affaire à elle. Caïn tremble déjà. Puis le fan pardonne à Seth et leur dit de rentrer chez eux. Les filles leur proposent de venir prendre le thé, et elles se réveillent en souriant tandis que Seth crie, le rappelant à Caïn. Sans exagérer, le garde continue de rapporter que Caïn se plaignait du prix exorbitant de la dîme, et la loi révéla aussi que lorsqu'une guilde rivale attaqua le prêtre, il était déjà sur place et les arrêta tous. Insatisfait, il fit construire des remparts. Les dieux eux-mêmes s'interrogèrent sur la justesse de ses actions, mais le dieu créateur répondit par l'affirmative, car il avait encore beaucoup à faire. Tel Cécile que raconte qu'il construisit un château plus grand que celui du roi, et ils le réprimandèrent. Il rit, un brin coupable. Finalement, comme toujours, il finit par s'excuser auprès de tous ceux qui l'avaient réprimandé. Et ainsi s'achève cette saga. Quelle épopée, les amis. Je voulais remercier tous ceux qui m'ont suivi jusqu'ici. Je continue à en créer grâce à votre soutien. Dites-moi en commentaire quelle saga vous aimeriez voir ensuite. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir le projet. Semez vous dit au revoir, et on est tous dans le même bateau.